Donc après avoir vu comment analyser un système de contraintes, nous allons maintenant décrire la géométrie du domaine expérimental qui résulte de ce système de contraintes. À savoir, est-ce que nous observons un simplex de même orientation que le simplex unitaire, que le simplex initial, ça sera un simplex L. Est-ce que nous observons un simplex d'orientation opposée, ce sera un simplex U, ou sommes-nous en présence d'un polyèdre convexe? Donc pour répondre à ces questions, nous nous sommes assurés qu'il y a compatibilité des contraintes. Si ce n'était pas le cas, on a ajusté ces contraintes et on va se servir de ce logigramme que l'on va détailler étape par étape avec des exemples illustratifs à 3 constituants de façon à vous montrer la diversité des situations que l'on peut rencontrer. Et naturellement, l'application de la méthode ne se limite pas à 3 constituants, vous pouvez l'appliquer quel que soit le nombre de constituants. Alors, la première branche du logigramme va nous amener à générer, à partir d'un système de contraintes, un polyèdre convexe, dans un cas qui est trivial, puisque le domaine expérimental est représenté par l'intersection du simplex L et du simplex U, et de fait, si ces deux simplexes ont la même dimension, eh bien, le plus petit des deux ne peut pas être contenu intégralement dans le plus grand. Nous aurons donc un polyèdre convexe. Alors, j'ai illustré ceci sur un petit exemple à partir de 3 constituants que vous voyez à l'écran. Vous pouvez vérifier immédiatement la compatibilité des contraintes, puisque toutes les étendues sont égales à 0,4. Toutes ces étendues sont inférieures à RL et à RU. RL et RU étant identiques, nous ne pouvons pas avoir un simplex comme domaine expérimental. Et donc si on dessine dans le plan de la figure les contraintes inférieures sont représentées par des traits rouges, les contraintes supérieures sont représentées par des traits bleus, eh bien nous sommes en présence d'un polyèdre convexe qui est ici un hexagone régulier. Cet hexagone présente 6 sommets. Donc un polyèdre convexe, ça va être finalement un espace expérimental qui possède au moins un sommet de plus que le nombre de constituants. En présence de 3 constituants, nous avons ici 6 sommets. Mais ce n'est pas ce n'est pas toujours cette configuration géométrique que vous allez rencontrer. On va ainsi voir un second exemple où on va tout de suite vérifier la compatibilité des contraintes. Les étendues sont respectivement égales à 0,1, 0,7, 0,6. Toutes ces étendues sont inférieures ou égales à la plus petite des 2 mesures RL et RU, qui ici sont identiques. Et donc l'intersection de ces 2 simplexes de même taille vont donner lieu à un polyèdre convexe que l'on va voir apparaître. On a représenté dans le plan de la figure les contraintes inférieures en rouge et les contraintes supérieures en bleu. Et le domaine, qui est un polyèdre convexe, est représenté ici par une figure bien plus anisotrope que la précédente. Cette figure possède un sommet de plus que le nombre de constituants. Vous voyez apparaître les 4 sommets dans le plan de la figure. Et donc, il va falloir développer des méthodes de maillage pour explorer ce domaine expérimental. Alors, après avoir montré la géométrie d'un polyèdre convexe en présence de 3 constituants, on va retrouver un cas particulier qui est le cas où les contraintes génèrent un simplex de même orientation que le simplex initial. Ceci se produira lorsque, d'une part, RL est plus petit que RU, c'est-à-dire que le simplex L est plus petit que le simplex U, mais encore faut-il qu'il soit contenu intégralement dedans. Et une façon de vérifier que nous sommes en présence d'un simplex, eh bien, il faut que toutes les étendues soient égales, et elles soient égales à RL. Attention, il faut que toutes les étendues soient égales et égales à RL, et dans ce cas, on aura un simplex L. Alors regardons ce qui se passe. Vous pouvez vérifier de façon autonome que toutes les étendues sont égales, elles valent 0,2. Ces étendues sont égales à la plus petite des 2 mesures RL et RU, donc nous sommes en présence d'un simplex L que vous voyez apparaître à l'écran. Vous voyez bien que les contraintes supérieures représentées en bleu
bloque la possibilité de mouvement du petit triangle bleu que vous voyez de même orientation que le simplex initial, ce triangle résultant de l'intersection des contraintes rouges, contraintes inférieures. Donc nous avons un domaine expérimental plus petit que le simplex initial, mais qui a finalement la même géométrie et la même orientation. Et nous avions appris dans des chapitres précédents, et on en reparlera ici, à mailler ce domaine. On peut voir une autre application de contraintes qui conduisent à un simplex L. Celui-ci sera plus grand, puisque la hauteur par rapport à l'exemple précédent a été multipliée par 2. Cette hauteur vaut 0,4 et le voici représenté à l'écran. Le petit triangle que vous voyez grisé dans le plan de la figure est bloqué par la définition des contraintes supérieures bleues. Là encore, pas de problème de maillage, nous avons à notre disposition les réseaux de type simplex lattice et les réseaux de type simplex centroïde pour explorer ce domaine expérimental. C'est ce que nous allons voir ici. Si vous êtes confronté à un domaine qui ressemble à un simplex L, quelle que soit la dimension, que vous soyez avec 3, 4, 5, 6 constituants ou plus, vous allez utiliser une transformation L pour pouvoir transformer un maillage d'un simplex de hauteur unitaire au simplex de hauteur RL. Et vous aurez à votre disposition deux types de méthodes. La méthode appelée simplex lattice, qui a été initialement proposée par Henri Scheffé en 1958, dont on voit ici apparaître le nombre de mélanges qu'elle permet de définir. Ce nombre de mélanges dépend du nombre de constituants et du degré de maillage, petit m, le degré de maillage étant quelque part le nombre de pas que l'on fait dans chacune des directions d'exploration du domaine. En 1963, le même Henri Scheffé a proposé une autre méthode qui s'appelle simplex centroïde, à laquelle on rajoute parfois des points axiaux et qui conduit à un nombre d'expériences obéissant à la formule que vous voyez ici en bas. Et comment fait-on pour se ramener d'un simplex de hauteur unitaire à un simplex de hauteur RL? Eh bien, on utilise une transformation en pseudo-constituant que l'on appelle transformation L et que nous avions mis en œuvre respectivement dans les deux chapitres dédiés au maillage de type simplex lattice et simplex centroïde. Alors nous en avons fini avec cette branche du logigramme consacrée au simplex L et nous allons découvrir ce qui se passe lorsque, d'une part, RL est plus petit que RU, donc le simplex L est plus petit que le simplex U, mais nous sommes dans une situation où toutes les étendues ne sont pas égales à RL. Et bien dans ce cas-là, nous aurons un polyèdre convexe, avec différentes configurations géométriques, comme nous allons le découvrir dans les planches qui vont suivre. Donc voilà un système de contraintes pour lequel il n'y a pas de problème de compatibilité. RL est plus petit que RU, 0,7 est plus petit que 0,8. Toutes les étendues 0,4, 0,5, 0,6 sont inférieures strictement à RL et donc sont toutes différentes de RL. Et donc nous avons affaire à un polyèdre convexe. Le voici. Il est représenté par l'intersection des contraintes inférieures, rouges, et des contraintes supérieures, bleues. Et donc, il est représenté ici encore par un polyèdre convexe à 6 sommets. Mais par rapport au premier exemple que nous avions vu, nous n'avons pas une figure régulière. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer à l'écran la longueur des arêtes de ce polyèdre convexe. Et on voit des arêtes courtes et des arêtes longues, ce qui complexifiera un petit peu le maillage pour que ce maillage soit le plus régulier possible. On va voir un autre exemple de polyèdre convexe lorsque RL est plus petit que RU, encore une fois, et toutes les étendues ne sont pas égales entre elles et égales à RL. Et par voie de conséquence, nous avons ici un autre polyèdre qui a une forme plus anisotrope que le précédent. Il est représenté par l'intersection des deux simplexes dans le plan de la figure, et en faisant le dénombrement visuel des sommets, on s'aperçoit qu'il y a 5 sommets avec des arêtes courtes et des arêtes longues, et il faudra se poser la question sur la méthode de maillage de ce domaine.
Dernière configuration en polyèdre convexe, si on a vu 6 sommets et si on a vu 5 sommets, il doit être possible de trouver 4 sommets, et c'est ce que nous allons voir dans cette configuration expérimentale. RL est plus petit que RU, les étendues ne sont pas toutes égales à RL. Par voie de conséquence, nous avons un polyèdre convexe. Ce polyèdre convexe présente 4 sommets, comme vous pouvez le voir dans le plan de la figure. Donc, deuxième remarque, si nous n'avons pas un simplex, on a un polyèdre convexe, et les polyèdres convexes peuvent prendre un nombre de sommets différents, et parfois peuvent avoir des symétries parfaites, c'était le cas de l'hexagone, tout à fait initialement présenté, et dans d'autres situations, les polyèdres convexes vont être très anisotropes. Alors on va voir, suspense, la méthode proposée par MacLean et Anderson pour explorer ces domaines expérimentaux. Si maintenant RL n'est pas strictement plus petit que RU, eh bien cela veut dire, par rejet des autres boîtes de dialogue, que c'est le contraire, c'est-à-dire que RL est supérieur à RU. Il faut se poser la question, est-ce que toutes les étendues sont égales entre elles et égales à RU? Donc il faut d'une part que toutes les étendues soient égales entre elles et égales à RU. Dans cette situation, nous aurons un simplex U. Et on va voir 2 exemples de cette configuration géométrique. Donc voilà un système de contraintes pour lequel on constate que RL est bien plus grand que RU. Et il faut se demander si le plus petit des 2 simplex, RU, est contenu intégralement dans le simplex L, de mesure ici 0,6. Toutes les étendues sont égales entre elles, et en plus, toutes ces étendues sont égales à RU. Eh bien, vous constatez, comme il a été annoncé sur le logigramme, que le domaine expérimental est un simplex, qu'on appelle un simplex U, d'orientation opposée au simplex initial. C'est ce que vous voyez apparaître dans le plan de la figure. Et donc, si on sait mailler un simplex de hauteur unitaire, certes, avec une orientation opposée, on saura naturellement mailler un simplex plus petit, et si on sait réduire, on doit savoir aussi tourner la figure dans le bon sens pour pouvoir mailler un simplex d'orientation opposée. Deuxième exemple de simplex U, qui est un peu académique, puisque nous nous interdisons, je vous rappelle, d'atteindre 0 comme valeur inférieure des contraintes, mais c'est pour vous montrer la dimension du plus grand simplex U que l'on peut faire rentrer dans un simplex de hauteur unitaire en présence de 3 constituants. Bien, vous l'auriez deviné géométriquement, le plus grand triangle d'orientation opposée au simplex initial que l'on puisse rentrer dans le domaine de le simplex de hauteur unitaire, eh bien, c'est un simplex U de longueur d'arête égale à 0,5, comme vous le voyez à l'écran, et ici encore, que ce soit la méthode du simplex lattice ou la méthode du simplex centroïde, nous allons avoir à notre disposition des outils pour obtenir un maillage soit parfaitement uniforme, soit pseudo-uniforme, mais privilégiant l'approche séquentielle. Alors on va résumer encore sous la forme d'un autre logigramme la méthode de maillage d'un simplex U. On souhaite obtenir un maillage le plus régulier possible. Nous avons dans la littérature 2 approches à notre disposition. La méthode du simplex lattice, je ne reviens pas sur la présentation que j'ai faite un petit peu avant, et la méthode du simplex centroïde qui consiste à faire les centres de tous les sous-espaces que l'on peut définir dans le simplex et que l'on peut compléter éventuellement, mais c'est recommandé, par des points axiaux. Comment faire pour réduire et inverser l'orientation du maillage? Eh bien, on utilise non pas une transformation L, mais on utilise une transformation U, dont on peut remarquer qu'elle ressemble étrangement à la précédente, puisque nous allons faire UI moins XI divisé par RU pour obtenir ZI, alors que dans la transformation précédente, nous faisions XI moins LI divisé par RL. C'est une formule duale qui est très facile à mettre en œuvre, qui est encore une transformation homothétique. Alors, il nous reste une dernière branche du logigramme à explorer. Eh bien, si les étendues ne sont pas égales entre elles, ou si les étendues sont égales entre elles, mais sont différentes de RU, nous aurons affaire à un polyèdre convexe.
Et là encore, il y aura une diversité des géométries observées, tant en termes de isotropie, anisotropie et de nombre de sommets. Alors regardons un premier exemple académique. RL est plus grand que RU, toutes les étendues sont égales entre elles, j'insiste là-dessus, toutes les étendues sont égales à 0,3, mais ces étendues ne sont pas égales à RU, donc nous n'aurons pas un simplex U. Nous avons un polyèdre convexe. Ce polyèdre convexe, certes, présente ici un axe de symétrie, mais la figure n'est pas parfaitement régulière, et ce polyèdre convexe présente 6 sommets, c'est ce que vous voyez dans le plan de la figure. Deuxième exemple, où on retrouve des étendues qui ne sont ce coup-ci pas toutes égales entre elles, donc elles ne peuvent pas être égales toutes à RU. Nous obtenons une figure géométrique qui est un polyèdre convexe et qui présente 5 sommets, que vous voyez en grisé dans le plan de la figure. Et cette figure, nous reviendrons dans d'autres présentations sur les problèmes de maillage qu'elle va générer. En effet, pour être sûr de couvrir le domaine expérimental, nous allons suggérer aux expérimentateurs de faire des expériences sur les sommets du domaine. Ces sommets, je les ai matérialisés par des disques rouges dans le plan de la figure. Et rappelez-vous que ce qu'on cherche à faire, c'est à avoir un maillage le plus uniforme possible. Et voyez que dans le cas où nous avons une figure géométrique qui ressemble quelque part à une pointe de diamant, un sommet va être éloigné, voire très éloigné de l'ensemble des autres sommets. Et ceux qui se souviennent de la matrice H et de ces termes diagonaux que nous avions appelés des leviers, eh bien ceci se caractérisera, enfin cette configuration géométrique se caractérisera par un levier fort qui sera sans doute trop fort pour l'expérience que vous voyez la plus à droite dans le plan de la figure. Il conviendra donc soit de répéter cette expérience pour amoindrir son poids, soit de mailler plus finement le domaine expérimental pour essayer de combler le trou que vous voyez à l'écran dans la zone supérieure droite du domaine expérimental. Alors, nous sommes ici uniquement là pour décrire la géométrie, et nous avons encore un cas à étudier, bien c'est le cas où le polyèdre convexe va présenter 4 sommets. Les étendues ne sont pas toutes égales à RU, 2 seules le sont, mais toutes ne le sont pas. Donc nous avons affaire à un polyèdre convexe qui est relativement petit ici, qui possède 4 sommets, et il va falloir se demander maintenant que nous avons vu toute la typologie des géométries possibles en présence de contraintes individuelles explicites, eh bien, il va falloir se demander comment mailler le domaine. Alors pour finir cette deuxième séquence, on va retrouver l'exemple de McLean-Anderson où les contraintes incompatibles ont été corrigées. On voit apparaître la correction de ces contraintes supérieures pour les constituants 2 et 3. Et donc, à partir de l'analyse de ce système de contraintes maintenant compatible, je vous demande de me dire quelle est la nature du domaine expérimental. Est-ce que nous sommes en présence d'un simplex? Est-ce que nous sommes en présence d'un polyèdre convexe? Le titre de la publication pourrait à lui seul vous aider à répondre. Question suivante de même nature qui va concerner un exemple plus récent paru dans la littérature. Cet exemple concerne la fabrication de peintures servant à du marquage au sol sur les routes. C'est un mélange de 7 constituants que vous voyez apparaître à l'écran, mais 3 d'entre eux sont constants. Donc la somme des constituants variables est égale à 1 moins la somme des constituants fixes, et on voit apparaître 0,4 plus 0,25 plus 0,2. Donc la somme des constituants allant de 1 à 4 ne sera pas unitaire, elle sera plus petite, mais cela n'a aucune espèce d'importance. Et ici encore, posons-nous la question, d'une part, de la compatibilité des valeurs des contraintes, vous assurerez qu'elles sont compatibles, et en fonction de la vérification que vous aurez faite, demandons-nous, grâce au logigramme, si le domaine expérimental qui résulte de ces contraintes est un polyèdre convexe ou un simplex. Voilà, donc je vous remercie de votre attention pour cette séquence 2. Nous savons désormais, à partir d'un système de contraintes,
individuelle inférieure explicite et supérieure explicite, nous savons d'une part nous assurer qu'il y a compatibilité de ces contraintes et d'autre part, grâce au petit logigramme que nous avons eu, définir si la nature du domaine expérimental est un simplex ou un polyèdre convexe. Et dans la séquence suivante, lorsque nous sommes en présence d'un polyèdre convexe, nous allons proposer une méthode de maillage qui a été proposée par MacLean et Anderson. Donc, je vous remercie de votre attention pour cette deuxième séquence et je vous retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, dans la séquence numéro 3 consacrée à l'approche proposée par MacLean et Anderson. Merci encore.